Bonsoir. Certains ont cru un moment qu'elle ne pouvait pas affecter les Noirs, qu'elle ne pouvait pas survivre à la chaleur. Hélas, elle est bien là, en Afrique et au Cameroun. Des Noirs sont bel et bien infectés et des morts au compteur. Elle, c'est la maladie à coronavirus ou Covid-19. Elle sévit depuis décembre dernier dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé l'a d'ailleurs requalifiée de pandémie. Le coronavirus a à ce jour un peu plus de 7000 morts dans le monde, près de 180 000 cas d'infection dans 145 pays et territoires. Le Covid-19 a démarré en Chine en novembre 2019 et s'est progressivement propagé. L'Afrique atteinte depuis le 14 février dernier. Le Cameroun, lui, a eu le premier cas le 6 mars 2020. À ce jour, on dénombre 14 cas confirmés de coronavirus, des chiffres pouvant évoluer lorsqu'on connaît la multiplication exponentielle des virus. Afin de restreindre la propagation du Covid-19, le gouvernement a pris des mesures, 13 au total. Parmi celles-ci, la fermeture des écoles et des universités, également des frontières, mais à côté de cela, le respect strict des règles d'hygiène. Depuis l'apparition du Covid-19, il y a une chose qui a également connu une évolution exponentielle, c'est l'information. La bonne, mais davantage la mauvaise se répand très rapidement. Voilà pourquoi cette émission se veut ce soir didactique. Avec l'invité de ce soir, nous essaierons de passer au peigne fin, mieux de disséquer le coronavirus. Notre expert pneumologue, je vais y arriver, au Centre des maladies respiratoires de Douala. Le docteur Bruno Tengan est assis ce soir. Oh non, Eric! Bonsoir. Certains ont cru à un moment qu'elle ne pouvait affecter les Noirs, qu'elle ne pouvait survivre à la chaleur. Hélas, elle est bien là, en Afrique et au Cameroun. Des Noirs sont bel et bien infectés et des morts au compteur. Elle, c'est la maladie à coronavirus ou Covid-19. Elle sévit depuis décembre dernier dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé l'a d'ailleurs requalifié de pandémie. Le coronavirus a à ce jour un peu plus de 7000 morts dans le monde, près de 180 000 cas d'infection dans 145 pays et territoires. Le Covid-19 a démarré en Chine en novembre 2019 et s'est progressivement propagé. L'Afrique atteinte depuis le 14 février dernier. Le Cameroun, lui, a eu son premier cas le 6 mars 2020. À ce jour, on dénombre 14 cas confirmés de coronavirus, des chiffres pouvant évoluer lorsqu'on connaît la multiplication exponentielle des virus. Afin de restreindre la propagation du Covid-19, le gouvernement a pris des mesures, 13 au total. Parmi celles-ci, la fermeture des frontières, des écoles et universités, mais davantage le respect des strictes règles d'hygiène. Depuis l'apparition du Covid-19, s'il y a une chose qui a également connu une évolution exponentielle, c'est l'information. La bonne, mais davantage la mauvaise, se répand très rapidement. Voilà pourquoi cette émission ce soir se veut davantage didactique. Avec l'invité de ce soir, nous essaierons de passer au peigne fin, mieux de disséquer le coronavirus. Notre expert est pneumologue au Centre des maladies respiratoires de Douala. Le docteur Bruno Tengan est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Docteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Oriane, merci de m'avoir invité. J'aurais préféré venir vous voir dans des circonstances moins préoccupantes pour le monde et en particulier pour notre pays, mais bon. Actualité aidant, je pense que vous êtes la personne la mieux placée
pour nous édifier sur ce qui se passe. Je ne suis pas la seule, il y a quelques personnes qui savent à peu près. Nous avons pu avoir. Voilà. Et comme annoncé il y a quelques instants, on aimerait que cette émission soit didactique, donc je vais vous demander de parler, de nous expliquer tout en français facile. Je ferai pour le mieux. Alors on va démarrer par la définition de la maladie à coronavirus. Alors là, le coronavirus, comme en abrégé Covid-19, qui veut dire coronavirus disease. Le D veut dire disease et 19 veut dire la souche qu'on a découvert en 2019 est un virus. Il faut savoir qu'il y a plusieurs microbes qui peuvent infecter notre organisme. Il y a des bactéries, comme la bactérie qui donne les pneumonies, le pneumocoque, le staphylocoque. Il y a des virus, comme le virus de l'hépatite, comme le Covid, comme le virus du HIV, qui sont une classe de microbes. Il y a les parasites, il y a les champignons. Voilà les 4 groupes de micro-organismes qui peuvent nous agresser et agresser notre organisme. Le coronavirus est un virus qui existait déjà, hein, on ne le découvre pas, mais le drame, si on peut s'exprimer ainsi, c'est que la souche qui vient d'être découverte, qui a été découverte donc en Chine en fin d'année dernière, est une souche extrêmement agressive, et comme personne n'avait jamais été infecté par cette souche de virus, elle se répand très facilement puisqu'elle ne rencontre pas de résistance. Les organismes n'ont pas eu le temps de fabriquer les anticorps qui sont un petit peu comme des soldats ou comme la défense qui défend notre organisme contre des agressions. Donc ça se propage vite parce que personne n'était immunisé, n'avait les défenses, n'avait l'armée pour combattre ce virus. D'accord. Et vous l'avez dit tout à l'heure, le coronavirus a existé. Oui, bien sûr. Et lorsqu'on entend, les gens se disent « Ah non, c'est le rhume, c'est le simple rhume ». Non. Qu'est-ce qui fait la particularité? C'est sa virulence. C'est le fait qu'il est plus virulent et plus agressif. C'est comme si vous étiez attaqué par quelqu'un qui a une flèche et à côté quelqu'un d'autre vous attaque avec une grenade. L'effet sur vous ne sera pas le même. Donc c'est l'agressivité de ce virus sur nos voies respiratoires hautes et basses et sur notre système en général. C'est son agressivité qui fait sa dangerosité et sa possible mortalité dans une proportion somme toute limitée, même si ça reste grave, c'est une proportion certes limitée. C'est l'agressivité de cette souche de virus qui fait sa dangerosité. Alors parlons des manifestations. Ben, les manifestations, ça se manifeste d'abord, les signes, hein, les premiers signes. Encore une fois, il ne s'agit pas ici de faire paniquer tout le monde, parce que la première chose à faire, c'est de rassurer les gens. La panique ne réglant rien du tout. C'est de faire en sorte que les hôpitaux reçoivent un tas de malades qui auraient une simple pharyngite ou une grippe banale et qui se précipiteraient à l'hôpital en disant ils ont probablement une infection à coronavirus. Non, il faut vraiment qu'on essaie d'être didactique, simple et précis. Dans le cas du coronavirus, les principaux symptômes sont une fièvre élevée, une toux qui en général est une toux sèche, parfois des céphalées importantes, de mal de tête, céphalée, mal de tête, fièvre très importante et une toux sèche. Et la fièvre, quand elle est importante, c'est 40 degrés? 39, 40, au-dessus de 38,5 en tout cas. D'accord. Mais même ça ne suffit pas à dire que vous avez une infection à coronavirus. Parce que, malheureusement, dans bien d'autres pathologies, comme une grippe carabinée, vous pouvez avoir ces symptômes-là. Si vous avez une angine, vous pouvez avoir ces symptômes. Donc, il ne s'agit pas de paniquer et de se dire qu'à chaque fois que vous avez ces symptômes, ça veut dire que vous avez le coronavirus. Ce n'est pas vrai. Donc, voilà les symptômes qui peuvent vous amener à notamment appeler le numéro qui a été donné par le gouvernement, qui est le 1510. Mais n'appelez pas pour tout symptôme. Il est évident que ma pauvre maman qui se trouve à Bafoussam, qui n'a eu aucun contact avec qui que ce soit qui venait d'un pays de grande endémie, si elle a ces symptômes-là, je ne vais pas penser au Covid-19 en premier lieu. Non, donc il y a cet équilibre à faire et qui ne peut être fait que par les professionnels de la santé en suivant bien sûr les mesures qui ont été édictées par nos autorités de santé. Alors, comment se propage le coronavirus? Je veux bien circonscrire. Est-ce que, en dehors de tousser, que les jets attaquent l'autre personne,
Comment est-ce qu'il se propage? Est-ce qu'il vit dans l'air libre comme ça? Est-ce que sur la peau, combien de temps est-ce qu'il va mettre? Alors, la transmission, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que les mesures qui ont été édictées par les autorités de la santé découlent de là, pas simplement chez nous, partout dans le monde. Vous avez entendu depuis quelques jours, on insiste sur le lavage des mains. Pourquoi est-ce qu'on parle du lavage des mains? On insiste sur le fait de maintenir une certaine distance avec les interlocuteurs qu'on peut avoir en face de soi. Pourquoi? Pour une raison simple. La transmission se fait par voie aérienne. Par voie aérienne, c'est par le nez, la bouche, parce qu'on respire par le nez, les voies aériennes supérieures. C'est comme ça que ça se transmet. Donc, Oriane, si je suis à moins d'1 mètre de vous et que je parle comme maintenant, ou que je tousse, en temps normal, quand vous parlez et que vous toussez, il y a des gouttelettes qui sortent de votre bouche. Et ces gouttelettes-là peuvent être contaminées par le virus par le coronavirus. Et si vous l'inhalez, si ça vous touche vos voies respiratoires et que vous l'inhalez, ça peut vous contaminer. C'est pour ça que la première des choses qu'on édicte, c'est de dire mettez-vous à distance au moins d'1 mètre d'autres personnes. C'est pour ça que dans les mesures gouvernementales, on a interdit les attroupements, parce que plus vous êtes nombreux à un endroit, s'il y a une personne qui sera infectée, il peut le transmettre très facilement à beaucoup d'autres personnes. Ça, c'est la première règle, ne pas se retrouver englués au même endroit, les églises, les réunions de plus de 50 personnes. Bon, bref, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Voilà pourquoi. C'est la première mesure, être à distance pour que les gouttelettes qui sortent de ma bouche ne puissent pas vous atteindre, d'atteindre votre nez, votre bouche et que vous l'inhaliez et que vous soyez infecté. En ce qui concerne les mains, c'est parce que c'est une infection aussi manu-portée. De manière inconsciente, on se touche la bouche, le visage, le nez plusieurs fois même sans s'en rendre compte. Donc, quelqu'un qui est infecté, il a des fluides qui sortent de leur nez, de leur bouche. S'il le touche avec les mains et qu'il touche le poignet de la porte du bureau ou ainsi de suite et qu'il touche des objets autour de lui, il risque d'infecter ces objets. Et quelqu'un d'autre qui n'est pas infecté, qui vient, c'est quelques heures, hein, le virus va résister quelques heures, qui vient, qui touche ces objets et qui se touche le visage ou le nez, si le virus est encore vivant, il peut s'infecter. C'est pour ça que cette mesure est prise pour dire lavez-vous les mains le plus souvent possible pour limiter le risque de le si vous êtes malade, si vous êtes porteur, parce que tous les porteurs ne sont pas malades, voilà. J'espère qu'on reviendra dessus, oui. Voilà, que vous ne le transmettiez pas à quelqu'un d'autre et pour vous préserver, vous aussi. Donc de se laver les mains plusieurs fois par jour, de sorte que si vos mains ont eu le contact avec ce virus, qu'il puisse être éliminé. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a ces 2 mesures essentielles, le lavage de mains plusieurs fois par jour, en insistant sur la manière de se laver les mains. Et je pense que ça va faire l'objet d'une petite parenthèse spéciale. D'accord. Donc, le virus dans l'air libre peut mettre des heures. Au bout de quelques heures, il ne va pas résister. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille partir sur la thèse de ceux qui publient, excusez-moi du terme un peu agressif, des inepties sur Internet en disant que la chaleur, si on est dans un pays chaud, ainsi de suite, le virus ne se transmet pas. C'est complètement faux. Vous allez nous expliquer ça tout de suite. Il s'est dit au départ de cette maladie, elle n'affecte pas les Noirs. Elle ne vit pas dans les pays chauds. Aujourd'hui, l'Afrique est touchée, le Cameroun est touché. Est-ce que, selon vous qui êtes expert, il y a une thèse qui puisse justifier le fait que l'Afrique ait été atteinte un peu, je dirais, en retard, à part qu'on ait souhaité qu'elle arrive chez nous? Est-ce qu'il y a une thèse pour justifier cela, pour peut-être taire ces idées-là? Bon, une thèse, vraiment une théorie, c'est pas quelque chose de scientifique et de prouvé. Mais moi, ce que je pense, c'est la distance. La pathologie a commencé en Chine et progressivement ça avance en Europe, ainsi de suite. L'autre hypothèse que j'avance moi, c'est que somme toute, il n'y a pas tant d'étrangers que ça qui viennent chez nous. Je veux dire que si vous prenez un aéroport comme l'aéroport de Washington ou de New York, je suis sûr qu'il y a une dizaine de vols qui viennent d'Asie et d'Europe pour la
beaucoup plus, peut-être 30, une quarantaine d'avions qui viennent dans ces zones-là. Donc il y a un brassage plus important de population entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique, entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Je crois que l'une des théories entre guillemets, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, serait celle-là, on a quand même, somme toute, moi je pense, à l'aéroport de Douala, je suppose qu'il doit y avoir 5 à 6 vols qui viennent de l'étranger par jour. Donc, moins vous avez de brassage de personnes d'une zone où la pathologie n'existe pas encore, avec une zone où la pathologie a atteint un certain niveau de contamination, plus vous augmentez le risque d'infecter les gens. C'est pour ça que moi, je salue particulièrement la mesure gouvernementale qui a consisté à arrêter les frais et à dire nous limitons de manière drastique le contact avec des gens venant de zones infectées, de zones où il y a beaucoup de malades. Alors, je reviens sur la chaleur. Chaleur, est-ce que c'est la chaleur climatique? Est-ce que c'est la chaleur des repas ou boissons, par exemple? Moi, cette thèse ne me convient pas parce que j'ai encore lu hier un article qui disait que dans le monde, l'une des zones qui tarde beaucoup, du moins, où il y a le moins de cas, c'est les pays nordiques. Mais les pays nordiques, il fait très froid. Oui. Donc la thèse de la température dans la transmission ou dans le risque, il faut le balayer d'un revers de la main. Ce qui est très embêtant dans ce virus en particulier, c'est que, et c'est pour ça que certaines des choses que nous disons, on le dit avec prudence, c'est qu'on n'a pas du recul. Et en science, quelque chose d'extrêmement important, c'est le recul que vous avez. Un événement arrive, il faut que vous ayez du recul pour analyser les différents événements et pour prendre une position par rapport à l'analyse que vous avez faite de ça. Donc pour battre en brèche cette thèse, moi je dis, écoutez, pourquoi est-ce que les pays nordiques, Norvège, ainsi de suite, ont très peu de cas, alors que c'est des pays extrêmement froids. Donc il n'y a pas la thèse de la température qui suffit, ou la thèse de la race est une thèse complètement ridicule qu'il faut que nos populations sachent qu'il faut oublier, il faut complètement oublier. Oriane, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Notre principal risque, c'est le laxisme de nos populations et c'est le fait de ne pas suivre ce qui est dit parce que chacun a sa thèse particulière qu'il développe. Non. Il faut suivre les mesures qui sont édictées par le gouvernement et suivre les conseils soit de votre médecin traitant habituel, soit de personnes que vous estimez avoir la capacité ou l'autorité scientifique pour vous parler de cette pathologie. Alors, quelle est la dangerosité du Covid-19? J'insiste là-dessus. Ok. Ce qu'il faut savoir est ceci. 80 à 85% des personnes qui ont été contaminées par le Covid-19 font des formes de maladies mineures. Certains sont même complètement asymptomatiques. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas qu'ils l'ont eu. Ils ne pourraient le savoir que s'ils avaient été diagnostiqués. Pour des raisons économiques simples, il est impossible de diagnostiquer tout le monde. Donc 80 à 85, suivant les études, suivant les sources, des personnes qui vont être atteintes ne vont rien développer du tout. Ou développer des formes mineures qui vont ressembler beaucoup à une grippe banale. Voilà. Mais chez 15 à 20% des personnes, ils vont avoir des complications, des formes graves, avec des atteintes pulmonaires et des difficultés à respirer. C'est ceux-là qui doivent être admis à l'hôpital et vont avoir des soins. Donc, globalement, vous allez me dire, mais s'il y a 80 ou 85% des personnes qui sont bien, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce ramdam? 20% c'est beaucoup. Non seulement 20% c'est beaucoup, mais les 85% de ceux qui vont porter la maladie vont la partager, Je n'ai aucun intérêt que ma pauvre maman qui a 85 ans et qui est beaucoup plus fragile que moi, que je la contamine. Si je l'avais, et je suis à risque compte tenu de mon métier, si je l'avais, je ne voudrais pas qu'elle soit malade. Mais si je suis en contact avec elle, le fait qu'elle est âgée, qu'elle est hypertendue, qu'elle a déjà eu quelques interventions au cœur, ainsi de suite, fait d'elle quelqu'un de fragile. Donc je n'ai aucun intérêt à le lui transmettre. C'est pour ça que nous devons avoir un comportement responsable. Chacun de nous doit avoir un comportement responsable. Et c'est quelque chose d'assez, même sur le plan philosophique comme ça, particulier à dire. Nous devons chacun, à son niveau, prendre soin de l'autre. Alors, on va revenir sur les personnes asymptomatiques, parce que je veux comprendre. Depuis qu'on parle du Covid-19, on ne dénombre pas beaucoup d'enfants
Qu'est-ce qui peut justifier cela? Encore une fois, la question du recul dont je vous parlais tout à l'heure, et on l'a remarqué, très peu d'enfants. Il y a certainement plusieurs thèses qui vont être développées, qui vont être mises en place et qui vont être étudiées progressivement. Est-ce que c'est parce que les enfants ont une immunité beaucoup plus forte? C'est-à-dire qu'ils sont en général en bonne santé avec une bonne immunité, mais je suis incapable scientifiquement de vous dire pourquoi est-ce que les enfants et les plus jeunes. La thèse de l'immunité est certainement l'une des thèses qu'il faille creuser pour expliquer le fait que les enfants ont moins de risques de... Moins ne veut pas dire pas du tout. Pas du tout, oui, vraiment, il faut pas que mes propos soient déformés et que les gens se disent non, le docteur a dit que les enfants ne peuvent pas l'attraper. Non, vraiment, je pèse mes mots, j'essaie d'être le plus prudent possible pour donner la bonne information quand je l'ai. Mais la thèse de l'immunité est probablement une des thèses. Peut-être aussi la thèse du contact avec des personnes infectées. Je sais pas. J'essaie de spéculer comme ça, de comprendre. Mais la thèse de l'immunité me semble être celle qu'il faille le plus regarder. Alors, les personnes à risque, quelles sont les personnes qui sont les plus exposées au Covid-19? Alors, les personnes à risque, je crois comprendre ce que vous voulez dire, les personnes qui sont susceptibles de développer les formes les plus graves. Voilà, parce qu'on est tous à risque. C'est pour ça que les mesures qui ont été édictées doivent être appliquées par tout le monde. C'est en général les personnes dont le système immunitaire, j'insiste là-dessus. En fait, l'organisme est fabuleux. Dieu a fabriqué une machine qui est fabuleuse avec son système de défense. Le système de défense de votre corps s'appelle votre immunité. Et ça fait intervenir des cellules, des organes, ainsi de suite. Et ces cellules sont spécialisées. Si on prenait l'exemple ou l'image d'une armée, c'est une armée avec des généraux, avec des colonels, avec ainsi de suite, et avec différents types d'armes. Ce système immunitaire est là pour nous défendre contre toute agression extérieure. Les agressions peuvent être dues au virus, aux bactéries, aux parasites, même certaines formes de cancer ou certaines maladies. Le système de défense de l'organisme est là pour empêcher, sinon on serait malade tout le temps si ce système n'existait pas. En général, on tombe malade quand ce système est débordé. Oui. Ok. Et les gens fragiles, c'est qui? C'est ceux qui ont des pathologies qui impactent ce système immunitaire, qui impactent leur défense et qui les rend plus vulnérables à une agression, que ce soit due au coronavirus ou à un autre virus ou à n'importe quelle autre pathologie. Quels sont ces gens? Les diabétiques qui ne sont pas traités, qui ne sont pas équilibrés, parce qu'un diabétique bien équilibré, bien suivi est comme vous et moi. Les hypertendus, les gens qui ont des maladies cardiovasculaires, qui ont des insuffisances rénales, des gens qui ont des cancers en cours de traitement ou non traités, ainsi de suite. Toutes ces catégories de personnes ont globalement, ou des gens qui ont des pathologies qui les obligent à prendre certains médicaments qui sont immunodépressifs. Par exemple, des gens qui prennent une catégorie de médicaments qu'on appelle les corticoïdes, diminuent leur défense. Donc tous ces gens-là vont être plus fragiles. Donc chez ces gens-là, les mesures vont être beaucoup plus drastiques pour les protéger de cette véritable pandémie que nous avons. Et c'est chez eux que moi je dirais, bon, ok, chez eux par exemple, il faut vraiment que les mesures de confinement et d'isolement soient plus strictes, le port de masque et tout ça, pour se protéger eux contre l'agression qu'ils pourraient ne pas supporter du fait de leur immunité. Alors comment prévenir le coronavirus? La prévention est relativement simple. Simple, c'est une façon de parler. Encore une fois, le gouvernement a pris de bonnes mesures. Hein. Je pense que quand des choses sont faites correctement, c'est des mesures drastiques qui peuvent être... En ce qui concerne l'international, le fait de fermer l'entrée dans le pays constitue une mesure de prévention, c'est-à-dire qu'on limite le contact que nos populations peuvent avoir avec des personnes qui viennent de zones où le taux est très élevé. Ça, c'est une première mesure. Les autres mesures qui consistent, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, on est dans la prévention. De limiter les contacts entre les personnes est une bonne mesure. Encore faut-il le circonscrire
voilà, le nombre de personnes qui peuvent se retrouver ensemble. Maintenant, les réunions, les messes, les funérailles, pour ce qui est voilà, de certaines parties de nos pays où on a souvent des réunions comme ça, où on se trouve trop nombreux, il faut l'éviter. Il faut l'éviter, il faut en faire trop que pas assez. Ainsi de suite, jusqu'aux mesures simples dont on a parlé tout à l'heure. La première étant, quand je vous parle, vous êtes à distance de moi, le risque de transmettre Est-ce que nous avons déjà respecté oui, je pense que la distance est assez voilà, est respectée. Et puis, la mesure d'hygiène par excellence qui consiste à se laver les mains plusieurs fois par jour, même par le savon simple. Notre savon, plusieurs études ont montré récemment que notre savon simple que nous utilisons dans nos cuisines suffit largement. Les solutions hydroalcooliques, il faut le réserver à des gens qui n'ont pas la possibilité à certains moments de se laver les mains. Mais vous comprenez que ça a aussi un coût économique. Nous ne devons pas faire paniquer nos populations en se disant tout le monde doit acheter une solution hydroalcoolique. Non. Le savon simple, en se lavant correctement les mains, ça veut dire j'enlève ma montre, j'enlève mon alliance, je retrousse les manches de mon vêtement, je frotte bien les mains dans les interstices, les ongles, entre les doigts, ainsi de suite, jusqu'au poignet, parfois même nettoyer un petit peu mon bracelet de montre, et voilà, avant de bien se sécher les mains. Pas avec une serviette qu'on va laisser pour le voisin ou pour le frère qui va passer, avec un mouchoir jetable. Le mouchoir avec lequel je vais m'essuyer les mains va me servir à refermer éventuellement le robinet que j'aurais ouvert avec, voilà. Et ouvrir la porte aussi si on est aux toilettes par exemple. Voilà, tout à fait. Avec ces mesures simples, et pour ceux qui en ont la possibilité, nettoyer les poignées de porte avec les solutions hydroalcooliques de temps en temps. Moi, au bureau, je me lave les mains avant une consultation, après chaque consultation, et je me mets une solution hydroalcoolique parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis à risque. Vous êtes personne à risque. Donc ça veut dire qu'on revient aux règles basiques d'hygiène. Je pense que après cette pandémie que j'espère et je suis sûr nous allons vaincre, il faudrait que certaines de ces habitudes restent. Parce que le lavage de mains est quelque chose de tout à fait important pour prévenir la transmission du Covid-19, mais pour prévenir aussi la transmission d'autres maladies qui sont portées par les mains. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le gel hydroalcoolique. Il y a sur Internet, il y a rupture dans les pharmacies parce que depuis le déclenchement de cette épidémie, les gens sont rués dans les pharmacies. Il y a donc manque, je veux dire, dans les pharmacies. Et sur Internet, on a des recettes, des façons de composer soi-même son gel hydroalcoolique à la maison. Est-ce que selon vous, c'est efficace, aussi efficace que... J'aurais du mal à vous répondre. Je ne sais pas, j'ai vu passer quelques petites choses comme ça. Je ne suis pas chimiste. Je ne sais pas exactement comment on mélange les produits pour avoir une solution hydroalcoolique. Ce que je souhaite dire à nos populations et qui me semble important, c'est que en se lavant correctement les mains avec du savon, ça suffit. Je ne suis pas sûr qu'en Menduka, dans tous nos villages, ainsi de suite, les gens aient la possibilité d'acheter des gels hydroalcooliques tout le temps, parce que ce n'est pas un tube que vous achetez pour toute la période. Encore une fois, nous sommes des professions à risque. Nous utilisons, vous êtes à Douala, c'est une zone où il y a plus de risques de rencontrer des personnes éventuellement infectées, c'est tout à fait normal. Ne pouvant pas vous laver les mains toutes les secondes, que vous puissiez faire usage de solutions hydroalcooliques, mais ne créons pas la psychose des solutions hydroalcooliques. Pour revenir sur votre question, je ne suis pas en mesure de vous dire si ces différentes recettes sont efficaces. Vous savez, même en période de crise, il y a toujours toutes sortes de choses qui se disent, qui se font. Pour faire le tri là-dedans, c'est pas toujours évident. Bon, lorsque on dit de se laver les mains, on sait bien qu'il y a des régions au Cameroun, et même ici à Douala, on a des quartiers qui font des semaines sans eau. Cela, comment est-ce qu'ils vont faire?
Il y a des questions qu'en tant que médecin, auxquelles en ne tant que pouvez pas médecin je répondre. peux répondre. Il y a d'autres questions où il faut faire partie des décideurs. Je peux difficilement vous dire comment se laver les mains sans eau. Dans ces circonstances, il faudrait utiliser des solutions hydroalcooliques, mais ces populations Encore, aussi ont, voilà. Mais bon, peut-être essayer de faire une réserve d'eau. Ça va pas durer trop longtemps, je l'espère. On prie pour. Mais une réserve d'eau, en particulier à la maison, pour se laver les mains, ce n'est pas une mauvaise chose. Quand l'eau revient, de faire une réserve un petit peu plus importante. Chacun doit faire le maximum à son niveau pour poursuivre ces mesures. Et je pense que si on le veut, on peut le faire. Même pour ceux d'entre nous qui ont le moins de moyens. Alors, toujours pour les gels hydroalcooliques, il y a un reportage sur une chaîne étrangère qui parle de la dangerosité du gel hydroalcoolique. Selon ce reportage, lorsqu'on l'utilise trop longtemps, on a des effets sur la peau. Bon, je ne suis pas au courant de cette étude en particulier, mais il est évident que certaines personnes peuvent être allergiques. Comme on peut être allergique à certaines crèmes, à des choses comme ça. Peut-être que chez ces gens-là, ça peut entraîner des irritations de la peau. Personnellement, je n'ai pas d'informations plus pointues là-dessus. Je peux vous dire que j'en utilise beaucoup et je ne crois pas avoir encore de problème. Peut-être que ça va venir, mais... Alors, parlons du port du masque. Qui doit porter le masque? Quand est-ce que la personne, du moins, qui doit porter le masque? Parce que c'est, je dirais que c'est une question, la mode de ces jours-ci. Oui, c'est une question importante. Je pense que les personnes à risque, dont j'ai parlé tout à l'heure, les médecins et le personnel soignant, qui profite de l'occasion pour les saluer parce qu'ils font un travail formidable, les personnes qui ont une immunité diminuée, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, une pathologie chronique, une bronchite chronique, insuffisance rénale, hypertension, problème cardiovasculaire, diabète, problème de cancer, ainsi de suite. Ces personnes-là doivent prendre des mesures un petit peu plus drastiques que d'autres personnes et doivent, pendant cette période difficile, se protéger plus. Et chez eux, je peux comprendre qu'il y ait besoin de porter des masques s'ils vont avoir un comportement à risque dans la journée. D'accord? S'ils doivent se rendre. Et encore faut-il choisir le bon type de masque. Parce qu'il faut le demander à la pharmacie. Parce qu'il y a différents types de masques. Par exemple, j'ai vu... Vous allez nous expliquer? Oui, du moins, il y a des masques qui sont normés, qui sont vraiment fermés et qui permettent de respirer quand même. Parce que le but du masque, c'est pas non plus de vous étouffer. D'accord? Il y a des masques normés qui vous permettent de respirer et qui permettent de bien filtrer l'air qui arrive à vos poumons. Moi, j'ai vu encore ce matin, quand je me garais chez vous, là, il y a des gens qui portent des masques, ils le mettent au niveau du cou. Je ne sais pas si c'est une décoration, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, pour revenir, pour être précis sur votre question, les personnes à risque, toute la population ne peut pas porter des masques tout le temps. Parce qu'en tout cas, pour que ce soit efficace, il faudrait les changer souvent. Parce qu'au bout d'un certain nombre d'heures, ça devient complètement inefficace. Et puis il y a des sécrétions qui se mettent dessus et ainsi de suite. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est ni financièrement possible pour la plupart des gens de porter des masques tout le temps. Ça n'a pas un intérêt pour une utilisation de masse. Ça doit être limité aux professionnels de la santé et éventuellement aux personnes dont l'immunité est fragilisée. Alors parlez-nous déjà du port. Tout à l'heure, vous avez vu quelqu'un qui mettait là en bas. Alors, si je suis, par exemple, personne à risque, comment est-ce que je dois porter le masque? Le masque est fait avec un matériau un petit peu particulier. Il y a des masques en bec de canard avec des lanières qui permettent de les mettre derrière les oreilles. D'accord? Donc, vous prenez votre masque, vous les tirez bien. On pince au-dessus du nez. En général, la partie il y a deux, le haut et le bas sont différents. La partie qui est sous le menton est un petit peu plus souple. La partie qui est au-dessus du nez a une petite armature métallique qui vous permet de pincer un petit peu ici sur l'arête de votre nez et vous l'ajustez bien derrière les oreilles et vous tirez vers le bas. Et encore une fois, si vous les achetez dans une pharmacie, demandez des masques efficaces parce qu'il y a des masques qui ne sont pas du tout adaptés à cette situation. Lorsqu'on met le masque, on le porte, est-ce qu'on doit le retirer? Je veux dire, est-ce qu'on doit manipuler
n'importe comment? Est-ce que l'enlever un peu, mettre au court? Est-ce que finalement... Quel intérêt? Il va pas... Dans la période, je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, pour des personnes qui ont des pathologies chroniques ou qui sont immunodéprimées, qui sont... Ah, j'ai oublié de parler des personnes qui ont une immunodépression due au VIH, c'est des gens aussi fragiles. Pour ce type de personnes, je suis à la maison, je veux sortir pour aller faire une course, ben, je mets mon masque et je ne l'enlève que quand je suis rentré. C'est pas je fais du yo-yo, je l'enlève, je le remets, je parle à quelqu'un, je le remets, ainsi de suite. Non, si je veux parler à quelqu'un, ben je laisse le masque. Ces masques sont prévus pour pouvoir s'exprimer avec le masque. Je m'exprime avec le masque et je le remets, je m'exprime avec le masque et je ne l'enlève que quand je suis dans un environnement où je suis safe. Et l'environnement où vous êtes le plus en sécurité, c'est chez vous. D'accord. Alors, on va un peu revenir sur les mesures prises par le gouvernement. Selon vous, est-ce qu'il faut, vous avez dit qu'elles sont bonnes, est-ce qu'il faut augmenter quelque chose, est-ce qu'il faut corser, qu'est-ce qu'il faut, il n'y a pas quelque chose à améliorer là? Vous savez, même dans les pays développés, vous avez vu, hein, en l'espace de 24 heures en Italie, hier, il y a eu presque 500 décès. Oui. Même dans des pays à ce niveau de revenus, avec cette infrastructure, il n'est pas toujours facile. Il ne faut pas critiquer pour critiquer, il n'est pas toujours facile de prendre les personnes ne s'attendaient au coronavirus. Je veux dire que dans aucun pays. Donc en fait, je pense que pour revenir à votre question, je suppose, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suppose que le gouvernement aura des mesures adaptées à l'évolution de la situation. Je pense qu'ils prennent première vague de mesures. Hier, par exemple, j'ai suivi que le Premier ministre était revenu sur la fermeture de la frontière avec le Tchad et la Centrafrique. Dans mes réflexions, je me suis dit, ah, c'est probablement parce que c'est des pays qui n'ont pas de sortie maritime et que là, vous voyez, ça fait intervenir beaucoup de choses. Nous, en tant que médecins, on a notre vision des choses. Les gouvernants ont une vision beaucoup plus large qui fait intervenir beaucoup d'autres facteurs que nous ne maîtrisons pas forcément, qui sont économiques, qui sont diplomatiques. Je ne dis pas que ces facteurs sont supérieurs à la vie. Donc, je comprends tout à fait qu'ils soient revenus. C'est pour vous dire qu'il y a une adaptation au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, du nombre de cas, ainsi de suite. Il y a une adaptation et je suppose, j'espère tout au moins, que ces adaptations seront faites par nos dirigeants. Alors, au lendemain de la décision, on a constaté quand même dans la ville de Douala, ici, dans les transports urbains, il n'y avait pas vraiment de... notamment concernant les mototaxis. C'est-à-dire que le phénomène de surcharge, il continue. Certains continuent de marcher peut-être main dans la main, bras dessus, bras dessous. Est-ce que vous pourriez nous rappeler la vitesse à laquelle se propage ce virus et sa dangerosité? Je pense que nos frères et sœurs, nos populations devraient comprendre qu'on est tous concernés. On est tous fragiles. On est tous des malades potentiels et on est tous des personnes qui pouvons transmettre ce virus. Et je ne sais vraiment pas comment répondre à votre question parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas tout à fait pris la mesure de ce qui est dit, des mesures qui ont été prises. Je n'ai pas l'impression qu'il y a déjà une application. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas entendu dire qu'il y ait des morts, ainsi de suite? Mais le comportement des gens, je discutais encore avec un cousin hier soir qui me disait, mais est-ce que tu sais que malgré les mesures gouvernementales, je passe près de chez moi, les bars ont l'air plus remplis que d'habitude? Je pense que c'est une remise en cause collective, une prise de conscience collective. Ce n'est pas une histoire politique, administrative, médicale, c'est les gens, et c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à accepter votre invitation, c'est de dire même si on peut contribuer ne serait-ce que très très peu à prendre conscience aux gens que je suis Oriane responsable de vous, vous l'êtes de moi, et chacun de nous Camerounais est responsable de l'autre. Pour ça, nous devons avoir des comportements responsable. Et ça commence par appliquer de manière rigoureuse et scrupuleuse des mesures qui ont été prises. Le 6 mars 2020, le Cameroun avait le premier cas confirmé de coronavirus. Quelques jours plus tard, on a eu 2, 3, 4, 5. À quelle vitesse évolue le virus? Ça dépend du contexte et ça dépend des pays, ça dépend d'énormément de facteurs.
si on a pu circonscrire rapidement, et je suppose que ça a été le cas, la première personne en ayant identifié les personnes contacts et en d'ailleurs, je profite de l'occasion pour revenir sur un truc. Le gouvernement l'autre jour a mis les gens en isolement pour 14 jours dans des hôtels. Pourquoi 14 jours? Parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est parce que si j'ai un contact avec le virus, au bout de 14 jours, je ne peux plus vous contaminer. Donc c'est la période d'observation qu'on doit avoir. Même si je développe une forme mineure de la maladie, au bout de 14 jours, je ne suis plus contaminant. Je ne peux plus transmettre la maladie à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a ces tests de 14 jours. Donc le problème, c'est vraiment une enquête presque policière, d'avoir un sujet X, de regarder ceux avec qui il a été en contact et de pouvoir surveiller ces personnes pendant ces 14 jours pour s'assurer que eux non plus, ils ne vont pas le transmettre à d'autres personnes. C'est pour ça que si on n'a pas de comportement responsable, si on a l'impression qu'on va tromper la population, tromper la police, faire un tour au confinement en allant se cacher chez soi alors qu'on sait qu'on a été en contact avec le virus ou avec quelqu'un qui était potentiellement malade, c'est irresponsable, c'est criminel pour nous, pour ceux que nous aimons, pour nos familles. Et il faut le dire, le répéter plusieurs fois à nos concitoyens. Ce serait un comportement criminel plus que de le faire. Alors, je voudrais revenir sur les 14 jours, parce que vous venez de dire quelque chose d'assez important là. Parce que on a cru que les 14 jours, c'était le temps pour que la maladie se développe, pour qu'on sache si on est malade. Oui, au bout de 14 jours, c'est-à-dire qu'au bout de 14 jours, si vous n'avez pas développé la maladie, vous ne la ferez pas. D'accord. Et donc, si vous ne la ferez pas, vous ne la transmettrez pas. C'est pour ça qu'il est important de tenir ces 14 jours. Mais si vous avez fait la maladie, après 14 jours, vous ne pouvez pas. Ben, ceux qui sont en confinement dans les hôtels ou chez eux, si pendant leur confinement, ils développent la maladie, où ils développent des symptômes, ils vont appeler le 1510, ils vont appeler le 1510, il y a un numéro dédié avec des équipes qui ont été formées, qui sont là pour prendre en charge ces personnes. S'ils développent des symptômes pendant cette période, ils appellent le 1510 et il y a tout un protocole qui est bien établi pour permettre de les prendre en charge. Très bien. Avec le nombre croissant donc de cas confirmés, est-ce qu'on peut arriver demain à un confinement général? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend beaucoup de nos comportements. J'ose croire qu'avec les mesures radicales et drastiques que le gouvernement a prises, ça limiterait quand même le degré de propagation, mais ça ne dépend pas que du gouvernement. Ça dépend de vous, ça dépend de moi, et ça dépend de chacun d'entre nous, du comportement de chacun d'entre nous. Le meilleur moyen de limiter la transmission de ce virus, c'est le comportement de chacun d'entre nous. Le comportement vis-à-vis de l'autre, respecter les distances, se laver les mains, ne pas être en contact avec des personnes potentiellement infectées. Et si on l'est, de décider de se mettre en isolement, en confinement pendant 14 jours. Et à la moindre question, appeler le 1510. Tousser dans le coude aussi. Oui, tousser dans le coude. Oui, tousser dans le coude si on n'a pas la possibilité de se laver les mains. Sinon, vous pouvez tousser dans un mouchoir, bien jeter le mouchoir dans une poubelle bien fermée et vous lavez ensuite les mains. Ou tousser dans le coude. Alors, expliquez-nous. Confinement, quarantaine, on écoute ça. Est-ce que c'est la même chose? C'est la même chose. Quarantaine vient de 40, ça vient de l'histoire, je ne sais plus exactement. Mais c'est de mettre quelqu'un, de l'isoler par rapport à d'autres. Confinement, quarantaine, retenez que c'est la même chose. C'est d'isoler les personnes susceptibles d'être malades. Alors parlons un peu du traitement du Covid-19. Comment se fait le test déjà? Est-ce que quand je vais à l'hôpital, comment est-ce que le test est pratiqué? Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures avec des gens qui sont habilités en fonction des symptômes que vous présentez de faire des prélèvements. Et je pense pour le moment, au risque de me tromper, que les prélèvements sont acheminés au Centre Pasteur à Yaoundé pour infirmer ou confirmer le diagnostic.
Donc, je suis en confinement, j'ai quelques symptômes, mal de tête violent, une fièvre élevée, une toux, et j'ai été en contact avec des gens potentiellement infectés. J'appelle le 15-10 et ils prendront les mesures qui s'imposent. Ils viendront me voir avec les équipes, on fera des prélèvements et en fonction ils vont s'occuper des acheminements et en fonction du résultat, ils nous diront quoi faire. Le prélèvement, comment est-ce qu'il se fait? Ce sont des crachats? C'est des sécrétions, oui, des crachats dans la gorge, des écouvillonnages, ainsi de suite. Est-ce que c'est accessible à tous? Est-ce que c'est coûteux? Parce que vous savez... nous... Non, je pense que... Bon, je ne suis pas tout à fait au fait de tout ce qui se fait dans ce domaine-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est pris en charge par le gouvernement, je crois. Je ne pense pas qu'on vous demande de payer, je pense. Il faudrait poser la question, et ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir des gens de l'administration, de la santé qui vont... Le ministre de la Santé publique peut-être. Oui, ou il a un représentant à Douala, le délégué, et ainsi de suite, qui peuvent apporter d'autres informations que nous, praticiens, nous n'avons pas forcément. Alors, est-ce que l'OMS qui a demandé à ce que, face à la pandémie, à ce que chaque cas suspect puisse faire un test, est-ce que c'est possible dans notre contexte, sachant que tout est acheminé vers le centre Pasteur? Il est possible qu'il y ait d'autres mesures, vraiment je ne voudrais pas spéculer, il est possible qu'il y ait d'autres mesures qui soient prises par le gouvernement en ce moment pour que le maximum de cas suspects soient testés, mais je n'ai pas la réponse à cette question. Je suppose que, comme je vous dis, c'est quelque chose qui prend tout le monde de court et que les décisions sont prises au jour le jour, il faille les adapter à la situation. Je suppose, j'ose espérer qu'ils font tout pour que ça puisse être le cas, quoique sur un plan économique, je ne sais pas si c'est tout à fait possible de tester tout le monde. Par exemple, même dans les pays développés, je ne suis pas certain qu'ils testent forcément tous les cas suspects. Encore, pour revenir là-dessus, c'est une notion importante. Sans vouloir faire paniquer les gens, mais il y a des cas officiels qu'on est capable de savoir partout, dans tous les pays. Des cas officiels qui ont été testés, qui ont été confirmés, et il y a les cas réels. Le nombre de cas officiels est certainement différent du nombre de cas réels. Parce qu'on ne peut pas, il est impossible d'avoir la possibilité de tester tout le monde et de pister tout le monde. C'est très très difficile à faire. C'est quasiment, comme le président français l'a dit, un état de guerre, c'est-à-dire c'est vraiment un combat où on doit adapter ses stratégies au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Alors on parle aussi de la fabrication d'un vaccin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a espoir? Oh ben, ça c'est un avis personnel. En général, au sortir des crises comme celle que nous traversons maintenant, il y a des choses importantes qu'on arrive à trouver. Et je suis sûr que la plupart des virologues, les virologues c'est les spécialistes des virus, la plupart des virologues du monde sont en train de travailler à chercher non seulement un vaccin, mais probablement même un traitement. Et vraiment, j'ose espérer qu'au sortir de là, il est possible, pour avoir une note d'espoir, une note de positivité, il est possible qu'on ait quelque chose, on ne l'a pas encore, et peut-être même que ça va permettre d'avancer de manière très très importante dans la virologie. Parce que malheureusement, c'est un petit peu le parent pauvre des traitements des microbes. Pour les bactéries, on sait comment faire, la plupart des parasites et des champignons, mais pour les virus, on n'avance pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, et je pense que cette grosse crise mondiale est l'occasion certainement de faire des avancées significatives sur ce plan. Justement, certains ont demandé sur Internet où sont passés les chercheurs camerounais. Les chercheurs camerounais? Oui. En quelle matière? On est face au Covid-19. Où sont passés les chercheurs? Ça... Je suppose que scientifiques. Oui. On les cherche. Alors, lorsqu'on est testé positif et qu'on est mis en quarantaine, comment est-ce que ça se passe, le confinement à la maison, par exemple? Alors, à supposer que vous soyez dans une maison où vous êtes 4, le père a fait un voyage en Europe ou en Asie récemment et qu'il est revenu, on ne sait pas s'il est positif ou pas, mais parce qu'il a été dans une zone d'endémie, le comportement responsable serait qu'il décide, lui, de se confiner à la maison, de ne pas aller travailler pendant 14 jours.
Il sera dans sa chambre, avec de préférence une douche qui lui est dédiée. Maman fera à manger, lui mettra la bouffe derrière la porte de sa chambre, il prendra, il mangera, et on va attendre. Et il vaut mieux signaler aux autorités quand même que cette personne a été dans une zone d'endémie et qu'il est en confinement chez lui. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'à Yaoundé, il y a des personnes qui ont été mises en confinement chez eux. Oui. Voilà, ils vont être isolés, vraiment pour ne pas contaminer la maisonnée et puis leur environnement pendant 14 jours. Pour l'intérêt du grand public, je crois que c'est important de le faire, et en utilisant des solutions pour désinfecter un petit peu ses toilettes et tout ça, prendre son ordinateur, faire autre chose, réfléchir sur sa vie, trouver d'autres occupations. Ça peut même être bénéfique de se retrouver comme ça... voilà, pendant 14 jours. Comme quelqu'un disait parfois, quelque chose malheur est bon. Voilà, réfléchir sur sa vie, sur plein de choses, voilà. Maintenant, si on est en quarantaine, quel est le médicament qu'on prend à ce moment-là? Ou alors, on est juste confiné? C'est tout simple, hein, c'est des médicaments, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de médicaments qu'il faut prendre. Si on a de la fièvre, il faut juste prendre du paracétamol. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il faut éviter, et je pense qu'il faille le faire jusqu'à preuve du contraire, de prendre des anti-inflammatoires. Type les antibiotiques aussi? Oui, non, les antibiotiques ne marchent pas. Les antibiotiques marchent sur les bactéries. Ça ne marche pas sur les virus. Okay. D'accord? Il faut que les gens retiennent, les antibiotiques marchent sur les bactéries et non sur les virus. Donc c'est pas la peine, comme c'est un virus, ce n'est pas la peine de prendre des antibiotiques pour quelqu'un qui est en confinement à la maison. De boire beaucoup d'eau pour bien s'hydrater, de s'alimenter de manière suffisante et équilibrée, et éventuellement prendre du paracétamol simple si on fait de la fièvre. Si les symptômes s'aggravaient et qu'on devenait très mal et qu'on a du mal à respirer, appelez le 15-10 et ils vous diront ce qu'il faut faire. Mais il revient que la chloroquine... Ce n'est pas prouvé. Moi, je préfère parler de choses qui sont prouvées. Ce n'est pas prouvé. Si ça l'était, ce serait utilisé à grande échelle dans des pays comme... Ils auraient testé sur une vingtaine de personnes et ça a marché. Il se dit depuis... Non, moi, je ne peux pas me laisser embarquer dans ce genre de... On est des scientifiques, on a nos canaux d'information, on a différentes sources qui nous permettent de nous dire si tel traitement, il faut le faire ou pas. Pour ceux qui sont en grands soins intensifs, il y a des spécifications pour certains traitements qu'on essaye. Je ne pense pas que c'est le lieu d'en parler ici parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse le grand public. Mais en ce qui concerne la chloroquine, je ne suis pas du tout... Du moins, ça n'a pas fait la preuve de son efficacité. Il vaut mieux oublier. Alors, jusqu'à preuve du contraire. Sur les réseaux sociaux, on a une panoplie de recettes. Elles vont des écorces aux épices, en passant par la chloroquine, les vitamines. Comment démêler le vrai du faux? Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Dites-nous. C'est très grave. Ce qu'il faut faire devant une situation aussi grave que celle que nous vivons, potentiellement grave parce que ça ne l'est pas encore tout à fait, faites ce que les pouvoirs publics vous disent, faites ce que les médecins disent. Toute autre source d'information est purement fantaisiste. Le drame dans notre pays, c'est que tout le monde croit savoir tout sur tout. Je regarde souvent vos plateaux de télévision, hein, les débats politiques et autres. Il y a des tas de gens qui pensent qu'ils maîtrisent tout et qui sont des spécialistes en tout. Non, je pense que quand on traverse une période aussi difficile, aussi compliquée, aussi incertaine, il ne faut pas diffuser des informations non vérifiées, non contrôlées, et il faut laisser les gens qui ont autorité pour le faire. Vous aurez remarqué que quand je ne sais pas quelque chose, je vous dis je ne sais pas. Et au sortir de cette émission, j'irai et je potasserai sur un certain nombre de questions que vous m'avez posées et auxquelles je n'ai pas pu répondre. Ce n'est pas parce que je suis médecin que je sais tout sur tout. Mais je sais quand même que je suis plus compétent en la matière que ma sœur, ou que vous, voilà. Donc, il faut laisser ceux qui ont la compétence en parler. Le drame chez nous, c'est que les réseaux sociaux, c'est la pire des choses qui auraient pu arriver. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'informations complètement erronées qui... chez certains, qui vont probablement pas avoir d'effet, mais qui peuvent avoir un effet dramatique et dévastateur, parce que ça risque de démobiliser les gens sur les comportements réels qu'ils doivent avoir
en se disant, ok, si je l'ai, il paraît que sur Internet, on a dit qu'en buvant de l'eau chaude, ça va brûler le virus de ma gorge, envoyer dans l'estomac. Tout ça, c'est presque des comportements criminels. Parce que pour quelque chose comme ça qui concerne la vie des uns et des autres, de pouvoir diffuser des informations de ce type, c'est un comportement criminel. Je ne sais pas s'il y a moyen de pénaliser ce genre de choses, mais il faudrait. Il faudrait que l'information ne puisse passer que par un canal vérifié, authentique, et qu'on ne se laisse pas partir dans des choses complètement fantaisistes. Vous savez que en face de vous, il y a les, j'avais envie de dire traditionnalistes, c'est-à-dire ceux qui pensent plus à la médecine des herbes que vous. Donc, ce sont ceux qui pensent qu'il faut manger de l'ail. Il y a une audio qui circule qui est plus que virulente en ce moment. Un monsieur qui dit avec de l'aloe vera dans de l'eau, ça soigne. Il aurait soigné son ami en France. Donc, que dire donc aux personnes qui croient en la médecine des herbes? Écoutez, je vais vous dire quelque chose que je dis d'ailleurs à mes patients tous les jours et qui ne concerne pas uniquement le Covid-19, qui concerne toutes les pathologies en général. L'espérance de vie chez nous tourne autour de 50 ans. Oui. L'espérance de vie dans des pays comme le Japon avoisine les 90 ans. En Europe, avoisine les 87, 88 ans selon les pays. Vous pensez que des gens qui vivent 2 fois plus longtemps que nous ont tort? Il serait temps de s'arrêter un moment. C'est même une question de bon sens. Et se dire, il se trouve que la médecine qu'ils font fonctionne, puisqu'ils vivent plus longtemps et en meilleur état de santé que nous. Je ne veux pas dire qu'il faille balayer du revers de la main tout ce qui est fait chez nous de manière soi-disant traditionnelle, mais ayons un petit peu de rationalité. Vous savez, Oriane, si vous voyez quelqu'un, un occidental, ainsi de suite, et que vous lui dites, avec la feuille d'aloe vera, je soigne le Covid-19, il ne vous dit pas non. Il vous dit, prouve-le. Prouve-le. Et il y a des guidelines qui existent, que tous les scientifiques du monde existent pour dire, pour prouver l'efficacité d'un médicament, il faut faire telle chose. Je ne suis pas sûr, encore une fois, l'évolution naturelle de cette maladie, dans 80 à 85% des cas, c'est la guérison spontanée. Donc si quelqu'un me dit qu'il a bu de l'aloe vera et qu'il est guéri, mais moi je lui réponds, donne-moi la preuve. On va vous donner, c'est n'importe quoi, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. On est en train de se tirer une balle dans la tête en croyant des choses qui sont complètement fausses. Ou en tout cas, pas prouvées. Et scientifiquement parlant, je ne peux pas prendre quelque chose qui n'est pas prouvé pour acquis. Comment déconstruire donc ces théories et autres mythes qui nous poussent davantage à la négligence? Vous savez, une arme que les tenants de la médecine dite traditionnelle, parce qu'il y a probablement des gens qui connaissent des plantes qui soignent certaines pathologies, je ne dis pas non. Ces gens-là sont très peu nombreux. Peut-être à cause de la paupérisation et de la pauvreté dans nos populations, beaucoup d'autres personnes qui sont des personnes véreuses, qui sont des personnes capables de vouloir se faire de l'argent, surtout, font des mixtures qui n'ont pas de nom. Ils ont un petit peu de charisme, un petit peu comme les personnes de certaines églises. Ils ont un petit peu de charisme et arrivent à faire écouler leurs produits. Il n'est pas étonnant de penser que certaines personnes se disent « Ah, ben dans cette période-ci, là, si vraiment tu arrives à convaincre des milliers de personnes qu'en buvant telle chose, ils vont se faire de l'argent. » Je suppose, parce que ça n'a aucun soutien scientifique. Il faudrait que nos populations apprennent à être un petit peu plus rationnelles. On a un comportement complètement irrationnel, même pour ceux d'entre nous qui disent avoir étudié. Parce que j'ai vu sur Internet quelqu'un dit avoir soigné sa tante en France avec tel produit, je vais le prendre. Non, la science veut que il faudrait le tester chez des milliers de personnes et ensuite regarder le nombre de personnes qui ont été guéries par ça, quelle dose de cette substance ils auront pris et l'effet que ça aura eu, est-ce qu'il y aura des effets secondaires, ainsi de suite. Il y a des choses, c'est quand même dramatique de voir que chez nous, on croit des choses parce qu'on l'a vu sur Internet, parce que ça a été dit, et tout le monde fait comme si c'était j'ai soigné ma tante, ça veut rien dire. Il faudra arrêter ce monsieur, parce que ce qu'il fait est criminel. Encore une fois, Oriane, je vous ai dit,
Dans 80 à 85% des cas, l'évolution naturelle de cette maladie, comme d'ailleurs beaucoup d'autres maladies, se fait vers la guérison spontanée. Parce que notre organisme a très très vite fabriqué des anticorps, des armes pour détruire lui-même le virus. Mais évidemment, si sa tante ou je ne sais pas quoi faisait partie des 85% des personnes, ben, au bout de quelques jours, elle va se sentir mieux. Posons-nous la question de la relation de cause à effet. Est-ce qu'elle se sent mieux parce que c'est l'évolution naturelle de la maladie ou est-ce qu'elle se sent mieux parce qu'elle aura bu de la poudre de perlimpinpin? Je ne pense pas. Alors, lorsqu'on est atteint du Covid-19, ça encore c'est une information Internet, est-ce qu'on a des séquelles après? Parce qu'il se dit que lorsqu'on est guéri, les poumons ne sont plus très bien, bref, on a des séquelles. Non, je ne pense pas. Peut-être qu'il y aura des séquelles chez des gens qui ont fait des infections après parce que ça peut atteindre les poumons et parce qu'on est fragilisé, parce que ses défenses sont diminuées. D'autres bactéries beaucoup plus virulentes peuvent aussi attaquer le poumon parce que le corps est fragilisé et là, ça peut laisser des séquelles, mais ça reste des pourcentages de personnes très limités, quoique je ne peux pas répondre de façon tout à fait précise à cette question parce qu'il nous faut du recul. C'est quelque chose qui nous tombe sur la tête comme ça. Il faut du recul pour analyser après les gens qui ont eu des complications graves, qui ont été soignés, qui ont été guéris, et de voir si après elles ont des séquelles. C'est une question à laquelle on peut difficilement répondre quand on se trouve encore en plein dans la pandémie et qu'on n'a pas ce recul pour toutes ces analyses. Si on est testé positif, on a fait la maladie, on est guéri. Est-ce qu'on peut retomber malade? Est-ce qu'on peut réattraper le Covid-19? C'est possible, mais ce serait une forme beaucoup plus mineure. Parce que si on a été guéri, ça veut dire que, surtout qu'on n'a pas pris de médicaments, ça veut dire que c'est notre organisme qui nous a guéris. Donc ça veut dire qu'on a fabriqué des anticorps qui nous permettent, qui ont permis de détruire le virus. Ça veut pas, je ne suis pas certain qu'on ne puisse pas le réattraper, mais en tout cas, on est plus fort. Parce que l'un des objectifs, il y a plusieurs études qui sont faites actuellement là-dessus, par des scientifiques, quand il y a une partie, ce virus est autant agressif parce que l'homme ne le connaissait pas. Et donc, on n'avait pas fabriqué des anticorps pour lutter contre. Donc, dès que ça atteint quelqu'un, cette personne n'a pas dans sa mémoire immunitaire ce germe. Donc, il n'a jamais connu ce germe, il n'a jamais fabriqué d'anticorps pour lutter contre ce microbe. C'est pour ça qu'il va l'attaquer. Et que quand un certain nombre, une certaine proportion de la population a déjà fabriqué les anticorps, la pandémie s'arrête. Alors, des épidémies ou des pandémies, il se dit qu'elles ont une durée de vie. Est-ce que avec le Covid-19, on peut se dire que dans 1 mois, 4 mois, 6 mois ou 1 an, le cycle sera fait? Je ne peux pas vous donner de manière précise le temps que ça mettra. Ça peut durer quelques mois encore. Mais ce qui est certain, c'est qu'une pandémie ou une épidémie, ça monte progressivement, ça atteint un plateau et ça redescend tout seul. Mais ça, c'est ça. Mais ça ne redescend pas tout seul, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que en prenant les mesures dont on a parlé pendant toute cette émission, en les appliquant, on limite le nombre de cas. D'accord? On limite le nombre de cas dans le temps, mais je ne pense pas que la Terre va disparaître et que la population camerounaise va disparaître, non. Alors, Covid-19, pandémie, complot scientifique, guerre bactéricide, parce qu'il se dit, le sida, dernièrement, il y a une information selon laquelle un sidéen a été guéri à Londres. Alors, il se dit, le sida a été guéri pour mettre le Covid-19 devant. Est-ce que c'est un complot donc pour décimer, je ne sais pas moi, peut-être les Africains? Qui aurait fait le complot et pour décimer qui? C'est une question de bon sens. Vraiment, toutes ces thèses complotistes, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je ne dis pas que j'ai la science infuse et que je maîtrise toutes les données géopolitiques du monde, mais en ce qui concerne les armes virologiques, bactériologiques, ben, on sait que les grandes puissances en ont. Mais j'ai du mal à croire, je n'en ai aucune preuve, je peux pas spéculer là-dessus. J'ai du mal à croire que les responsables du monde puissent jeter dans leur propre population un virus pour détruire les Africains, parce que
Jusqu'à preuve du contraire, le continent où il y a le moins de cas, c'est l'Afrique, hein. Je ne pense pas que les Italiens qui sont à 3000 morts aujourd'hui soient complices de quelque complot que ce soit. Non, je pense qu'il faut rester raisonnable. Je pense qu'il faut rester raisonnable et avoir du bon sens. Nous avons cette tendance à la culpabilité et à penser que le monde entier nous veut du mal. Je pense qu'on devrait se concentrer, travailler, développer nos pays, en faire des puissances économiques, prendre soin de nos concitoyens, plutôt que de penser tous les jours que tout le monde nous veut du mal. Ils ne savent même pas forcément qu'on est là, puisqu'on ne représente pas grand-chose. Je crois qu'il faut qu'on arrête de penser, les Noirs est trop fort, le microbe ne va rien faire contre lui, ainsi de suite. C'est un complot pour décimer les Noirs, alors que pour le moment, il y a des milliers de morts, mais il n'y a pas, à ma connaissance, une centaine de morts noirs. Donc, arrêtons un peu et soyons raisonnables. Ça aurait été une préméditation, parce qu'il y a des livres qui ont parlé de ce virus, avec précision, en parlant de la ville de Wuhan en Chine. Il y a eu des films même qui ont comme prédit qu'en 2020... Mais qu'on ait parlé d'un virus ou d'un coronavirus, ça existait. Ça a toujours existé, du moins toujours, façon de parler. Mais qu'il y ait des livres qui aient prédit ça... Je ne sais pas, vous savez, hein, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jules Verne. C'est quelqu'un qui a écrit des romans, Les 1000 lieues sur les mers, ainsi de suite. Je pense que quelqu'un qui voit aujourd'hui ce que les sous-marins font, ainsi de suite, et qui avait lu des livres de Jules Verne, va se dire, mais il les avait vus. Non, je pense qu'il faut rester raisonnable. Que quelqu'un dans un livre ait évoqué le coronavirus et ait dit qu'il y aurait une pandémie en 2020, si les gens veulent avoir cette thèse complotiste qui date de... et qu'en même temps ils se lavent les mains, ils évitent de contaminer d'autres, moi ça me convient, hein, ça me va. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais s'ils évitent de contaminer d'autres personnes et de contribuer à faire en sorte que notre population soit en bon état de santé, moi ça me convient, ça va. Alors, on va parler d'autre chose, mais j'aimerais quand même que le médecin repasse un peu un message aux Camerounais par rapport au Covid-19. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous traversons un moment important, délicat, très sensible dans notre pays comme dans le monde. C'est pour ça qu'on dit pandémie, parce que ça touche tout le monde. L'effet que ce virus aura dans nos populations dépend de nous, dépend de chacun de nous. Ne dépend pas que du gouvernement, ne dépend pas que d'Oriane et du docteur, ne dépend pas que de la communauté scientifique, mais dépend du comportement de chacun d'entre nous individuellement dans son coin. Nous devons avoir un comportement responsable, suivre les mesures qui ont été édictées par le gouvernement et appliquer les mesures d'hygiène simples dont nous avons parlé tout au long de cette émission. Chacun de nous doit veiller sur l'autre. Et on limitera ainsi cette pandémie et, je l'espère, dans quelques semaines, voire quelques mois, on en parlera avec le sourire. Parlons pneumologie à présent. Quelle est la maladie? Vous êtes responsable, comment je vais dire ça? Vous êtes médecin des maladies respiratoires. Alors, est-ce qu'il y a une maladie respiratoire, comment je vais dire ça, qui est plus présente que l'autre en ce moment au Cameroun? Passer le Covid-19. Oui, le Covid-19, c'est un phénomène, on l'espère, ponctuel. Mais oui, vous avez tous entendu parler de la tuberculose, qui est due au bacille de Koch, qui est un bacille. Hein. Tout à l'heure, je vous parlais de la tuberculose, fait partie des maladies qui extrêmement graves, qui tuent énormément de gens, mais qui, fort heureusement, on sait comment le diagnostiquer, on sait comment le prendre en charge, et nous avons la chance dans notre pays d'avoir le traitement qui est gratuit. Dans l'une des grandes pathologies qui touchent les voies respiratoires, juste pour revenir, Oriane, si vous le permettez, sur ce que c'est que la pneumologie, et parce que beaucoup de gens ne le savent pas, la pneumologie est la spécialité médicale qui s'occupe des maladies des poumons. Les poumons sont de part et d'autre de notre thorax, poumon droit, poumon gauche. À quoi servent les poumons? Quand vous mangez, quasiment tout ce que vous mangez va se transformer en sucre. Quand vous respirez, vous prenez de l'oxygène dans l'air ambiant, il y a 21% d'oxygène dans l'air qui va passer par vos poumons et passer dans le sang. L'oxygène que vous avez aspiré va brûler le sucre que vous avez mangé pour produire l'énergie.
qu'on appelle l'ATP qui permet que je peux vous regarder, je suis en vie, notre organisme fonctionne. Donc pour que l'organisme fonctionne, on a besoin de manger, de boire aussi, parce que c'est important, manger, boire et de respirer. Si l'une des fonctions ne tient plus, rien ne peut tenir, on ne peut pas vivre. C'est pour ça que l'oxygène, cet oxygène passe par la trachée qui se trouve au milieu du cou, ensuite un gros tronc comme un tuyau de plomberie qui va dans le poumon droit, un autre qui va dans le poumon gauche et après ça se divise un petit peu comme les branches d'un arbre et au bout il y a des petits sacs comme des grappes de raisin. Et c'est dans ces sacs que l'oxygène entre, le gaz carbonique, l'oxygène va dans le sang et le gaz carbonique est rejeté quand on expire. Donc la pneumologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe de toutes les maladies des voies respiratoires, des alvéoles, de l'ensemble du poumon, ainsi de suite. Et donc l'une des grosses pathologies que nous rencontrons aussi, qui fait certainement partie, en ce qui me concerne, d'un nombre non négligeable de consultations, c'est l'asthme. C'est des gens qui ont la maladie des voies respiratoires, de la route par lesquelles l'oxygène va prendre pour aller dans les alvéoles. Parfois, la route se ferme et ça crée un embouteillage, l'air ne circule plus, les gens ont du mal à respirer. Bon, fort heureusement, ça aussi, on sait comment le diagnostiquer, le soigner, le traiter. Alors, parlant de l'asthme, est-ce que c'est une maladie qu'on contracte ou c'est inné? Non, on ne la contracte pas, ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas pour revenir, c'est pas comme le Covid-19 ou la tuberculose qui est une maladie contagieuse. La tuberculose, on l'attrape avec les gouttelettes dont j'ai parlé tout à l'heure, ça se transmet par voie aérienne. L'asthme, c'est constitutionnel. Il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques à développer de l'asthme. Il y a des familles d'asthmatiques. Mais fort heureusement, on sait aujourd'hui, en 2020, ce qu'il faut faire pour que les gens fassent le moins de crises possible. Alors parlons de la tuberculose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore on isole aussi encore le malade ou comment est-ce qu'il se... Oui, on isole le malade pendant un malade chez qui on a suspecté une tuberculose. On va faire un test pour mettre en évidence le microbe de la tuberculose qui s'appelle le BK. On fait un examen qu'on appelle grossièrement le BK crachat. Parfois, quand on n'arrive pas à trouver le microbe par le BK crachat, on va avec une caméra dans les poumons, on appelle une fibroscopie, on fait des prélèvements dans le poumon. Si on a mis en évidence le microbe de la tuberculose, on met les gens sous traitement. Le traitement dure en général 6 mois, 6 mois, oui. avec 2 mois avec 4 médicaments et 4 mois avec 2 médicaments pour une tuberculose classique. Mais au bout de 3 semaines à 1 mois de traitement, les gens ne sont plus contagieux. Ils ne peuvent plus contaminer d'autres personnes. Mais dans cette phase, on a différents contrôles que nous faisons pour s'assurer que le nombre de microbes diminue, voire disparaît, mais ceci ne doit pas empêcher que le traitement suive son cours jusqu'à son terme. D'arrêter le traitement avant son terme est extrêmement dangereux parce que ça rend le microbe résistant. Voilà. Est-ce qu'on peut... là, il y a aussi des rechutes. Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on a été guéri de tuberculose après? Est-ce qu'on est fragile? Non, dans la très grande majorité des cas, on retrouve une santé tout à fait normale. On n'est pas plus fragile que ça. Malheureusement, il y a des rechutes. Mais il y a des gens qui développent une tuberculose multirésistante. Et on a des centres qui sont spécialisés dans la prise en charge de ce type de tuberculose. C'est-à-dire que le microbe devient résistant au traitement de la tuberculose et on a fort heureusement d'autres solutions qu'on peut leur apporter. Ça c'est essentiellement dû aux gens qui ne prennent pas la bonne dose de traitement pendant la bonne durée, qui ne sont pas rigoureux dans la prise de leur traitement et dans la durée du traitement. Ça peut développer des rechutes ou des formes plus résistantes et laisser des cicatrices, des séquelles au niveau des poumons. Ils peuvent devenir insuffisants respiratoires, c'est-à-dire avoir maintenant du mal à respirer parce qu'une bonne partie du poumon a été détruite. Donc il faut globalement diagnostiquer la maladie tôt, commencer tôt le traitement, le suivre jusqu'à son terme à bonne dose. Lorsqu'on était tout petit, on nous disait si quelqu'un tousse et qu'il a du sang dans les crachats, c'est qu'il est tuberculeux. Est-ce que c'est ça? C'est un des signes qu'on trouve souvent, mais les signes cardinaux, c'est une fièvre, la toux, la fièvre, l'altération de l'état général, la perte de poids, la fièvre, avec des sueurs souvent la nuit. Mais je tiens à dire, pour être bien compris, qu'on ne retrouve pas toujours tous ces signes.
Chez quelqu'un d'autre, ça va être juste une toux qui persiste malgré une antibiothérapie ou un traitement classique. Chez d'autres, ça va être la toux et la fièvre et une perte de poids. Vous avez quelqu'un qui faisait 70 kilos qui subitement en fait 65. Il tousse, il a des crachats un peu jaunâtres et parfois avec un petit peu de sang, voire beaucoup de sang. Oui, effectivement, dans ces cas-là, avec une fièvre inexpliquée, dans ces cas-là, effectivement, il faut penser à la tuberculose. Mais dire que vous avez une tuberculose, il faut confirmer le diagnostic, faire l'analyse des crachats, faire des prélèvements dans les poumons pour s'assurer qu'on a retrouvé le microbe de la tuberculose et soigner parce qu'on a mis en évidence et qu'on a confirmé le diagnostic. Mais, et c'est à mon sens important à préciser, il y a des gens qui, malgré tous ces tests, on n'arrive pas à mettre en évidence le microbe de la tuberculose alors qu'ils ont une tuberculose. C'est une proportion relativement faible. On appelle ça des tuberculoses à bacilloscopie négative. C'est-à-dire que vous avez tous les symptômes de la tuberculose, ça évolue comme la tuberculose, mais on n'arrive pas à identifier le germe, et on vous met quand même sous traitement et vous vous sentez mieux et vous guérissez. Y a-t-il des facteurs à risque? Lesquels? Oui, les principaux facteurs à risque en ce qui concerne la tuberculose, c'est les conditions de vie. On a remarqué que malheureusement, comme je vous ai dit, ça se transmet par voie aérienne. La promiscuité est un facteur prépondérant. C'est pour ça que chez nous, comme ailleurs d'ailleurs, les prisons sont un endroit où on retrouve beaucoup de tuberculose parce que les gens vivent entassés dans la même chambre. Les gens qui ont des conditions de vie personnelle difficiles ou beaucoup d'enfants, le cousin du village, ainsi de suite, sont là, ils dorment dans des conditions de promiscuité importantes. Les taux de tuberculose augmentent aussi. Donc malheureusement, c'est une maladie qui atteint plus souvent des gens qui vivent dans des conditions de vie difficiles. Alors, on a constaté aussi que les jeunes se mettent de plus en plus tôt à la cigarette et à la chicha. D'ailleurs, c'est comme un phénomène de mode. Cigarette, chicha, même pipe, même tabac, est-ce qu'il y a un qui dépasse l'autre? Je le dis de façon... Globalement, pour ne pas embrouiller nos jeunes et qui n'aient pas l'impression et puis qui rentrent dans des débats incroyables, c'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Les risques sont les mêmes de développer une bronchite chronique, de développer une insuffisance respiratoire, de développer un cancer du poumon. Comment se défaire de ces addictions? Donc, je veux dire, si un jeune, peut-être par vantardise, parce qu'il a vu son copain fumer une cigarette ou alors aller quelque part et fumer de la chicha, et après il ne peut plus s'en défaire. Comment se défaire des addictions? Je crois qu'il y a deux choses. La première, c'est prévenir les autres de tomber dans ces addictions. C'est ce que vous faites et que je loue, c'est d'éduquer. Et que les parents doivent faire, et qu'on doit faire dans les écoles, et qu'on doit faire venir des médecins, des sociologues et tout ça, pour parler aux enfants, pour les mettre en face de leurs responsabilités et leur parler des risques qu'ils encourent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons la possibilité de les aider à sevrer, à arrêter, avec différentes techniques, en faisant appel à un psychologue, en faisant appel à certains médicaments de substitution qui peuvent être des patchs, des chewing-gums. Bon, bref, il y a toute une méthodologie qu'on met en place pour les arrêter de fumer. Mais je profite de l'occasion pour dire, moi, personnellement, je suis très, très inquiet par la proportion de nos jeunes qui se mettent à la drogue, à fumer, à prendre des stupéfiants. Et je pense qu'on devrait faire un effort, mais vraiment très très important là-dessus, sinon on risque d'avoir une bonne partie de notre population jeune qui est complètement droguée. Et ça, c'est une grosse préoccupation. Alors, est-ce que c'est, puisque vous parlez de drogue, il se dit que certaines rendent fous. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai que les gens qui ont une addiction au tabac, peut-être pas au tabac, aux drogues, le crack, le cannabis, ainsi de suite, ou même à l'alcool, certaines personnes, quand elles sont en état de manque, ont un comportement très proche de la folie, parce qu'ils sont parfois prêts à tout pour avoir leurs produits. Et certains produits qui, quand vous le prenez, par exemple le crack ou les gens qui se piquent, qui s'injectent de la cocaïne, ça peut les tuer d'un coup. Ils peuvent se mettre en surdosage et mourir. Et certains détruisent les neurones et peuvent vraiment les entraîner à avoir des comportements asociaux proches de la folie, oui. Est-ce qu'il y a des centres de désintoxication Je crois qu'il y en a. Il y
Il y a plusieurs psychiatres qui s'en occupent, notamment le docteur John que je connais bien, voilà, qui s'occupe des addictions, à Yaoundé aussi. Je crois que c'est à l'hôpital central. Il y a un médecin qui est psychiatre et qui s'occupe des addictions, notamment aux drogues. Voilà. Parlons de la pneumonie à présent. Expliquez-nous, c'est quoi la pneumonie? La pneumonie, c'est une infection pulmonaire. Le coronavirus dont on a parlé en long et en large, c'est une infection. La pneumonie, c'est une infection des alvéoles des poumons, l'endroit où l'échange là se fait, l'oxygène entre dans le sang, le gaz carbonique se fait, une infection des poumons due à un microbe. En général, c'est une bactérie. Dans la plupart des cas, chez l'adulte, c'est une bactérie qu'on appelle le pneumocoque. Donc, qui va être inhalé, qui va aller se loger dans certaines alvéoles, qui va se multiplier et qui va infecter le poumon. En général, les gens toussent, ils ont des crachats purulents, parfois rouillés, ils ont de la fièvre, ils ont du mal à respirer. Ça, c'est une pneumonie, c'est une infection des poumons, localisée parfois dans un lobe du poumon ou dans tout un poumon. Vous avez dit que c'est dû à une bactérie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce... Je ne sais pas, parce que parfois on dit il a plu sur moi, s'il a beaucoup plu sur moi, je vais attraper une pneumonie. Oui, ce qui est certain, c'est que quand on est exposé longtemps au froid, d'accord, ou quand on passe rapidement du chaud au froid, par exemple, vous avez fait du sport, vous avez laissé des vêtements mouillés sur vous pendant longtemps, notamment chez les enfants, vous pouvez comme ça favoriser la colonisation de vos poumons par un microbe. Cette variation brutale de température, et en général, c'est le pneumocoque ou l'hémophilus chez les enfants, ainsi de suite. Et ça peut coloniser dans les alvéoles, se multiplier et donner une pneumonie qui en général évolue de manière assez brutale, hein, une douleur dans la poitrine, de la fièvre, une toux avec des crachats purulents, et vraiment le malade ne se sent pas bien. Alors est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que ça touche juste les adultes, les enfants ou tout le monde avec? Il y a quel... Non, ça touche tout le monde, mais en ce qui concerne la pneumonie qui est due encore une fois à une bactérie, les deux extrémités de la vie, on est plus fragile, on l'attrape plus facilement. Donc, les enfants et les personnes âgées auront tendance à développer plus facilement des pneumonies. Et puis les gens qui ont, là aussi, une baisse de leur système immunitaire. Qui ont une pathologie, un diabétique par exemple, aura plus tendance à faire une pneumonie que quelqu'un qui est bien portant et qui est sportif. Quelqu'un qui a des pathologies cardiovasculaires aura plus tendance... C'est la même logique. Une baisse des défenses de l'organisme vous rend plus exposé à ce genre d'infection. En l'occurrence, c'est dû à une bactérie. Tout à l'heure, je vous ai dit, les microbes, c'est les virus, les bactéries, les parasites et les champignons. Là, le pneumocoque, c'est une bactérie. Qui sont même un peu plus gros que les virus, hein, mais qui font moins de ravages et qu'on sait traiter, puisque on les traite avec des antibiotiques. Ceux-là, on les traite avec des antibiotiques, et dans la très très grande majorité des cas, on en guérit sans problème. Alors, il y a des personnes, je cherche l'expression, ils vous disent parfois quand ils sont enrhumés qu'ils sentent comme des odeurs dans les narines. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est... Non, là en général, c'est dû à une sinusite. C'est une infection des sinus. De part et d'autre, là, on a des poches qui sont remplies d'air et qui permettent de filtrer un petit peu l'air ici. C'est les ORL qui s'en occupent. Une sinusite, il y a les sinus maxillaires qui sont là, le sinus frontal ici, il y a d'autres sinus qu'on appelle ethmoïdaux, ainsi de suite. Bon, c'est pas la peine, mais les sinus maxillaires, notamment, sont sujets à des infections parce qu'ils sont proches de la bouche, des dents et tout ça, et on peut avoir une infection dans la bouche ou au niveau des dents qui envahissent les sinus là et entraînent une infection avec des sécrétions purulentes qui peuvent sortir par le nez ou sortir par l'arrière. Là, on parle de, en général, quand c'est malodorant et tout ça, c'est une sinusite, et les médecins qui s'en occupent s'appellent les ORL, les otorhinolaryngologistes. Donc, c'est pas une maladie respiratoire? C'est une maladie respiratoire, mais des voies respiratoires hautes. Les voies respiratoires ont deux parties. À partir du nez jusqu'ici à peu près, c'est les voies respiratoires hautes. C'est les ORL qui s'occupent de ça. Et à partir des cordes vocales, en descendant vers les poumons, c'est les voies respiratoires basses, c'est les pneumologues qui s'en occupent. Mais même les cordes vocales qui sont grossièrement la limite entre les deux spécialités, c'est les ORL qui s'en occupent. Docteur Bruno Tengan, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci encore d'être venu nous édifier sur le Covid-19. J'ai peut-être oublié une question parce que beaucoup de personnes demandent si le confinement ne va pas détruire les couples parce qu'ils ne pourront plus faire l'amour. Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Je crois que ça, c'est secondaire. Ils vont pas faire l'amour, même si ça dure 1 mois ou 2. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Non, non, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Merci à vous de m'avoir invité. Merci et j'espère que à ma modeste manière, contribuer à faire prendre conscience à nos concitoyens du fait que nous traversons des moments difficiles sur le plan de la santé et que l'issue de cette épreuve qui nous concerne tous, les 22 ou 25 millions de Camerounais, dépend de chacun d'entre nous, du comportement de chacun d'entre nous, de sa capacité à être discipliné et à suivre les consignes qui ont été prises. Merci encore. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. À jeudi prochain. C'est bon, je peux décrocher? Oui, ils vont couper déjà. Ok. Ils ont coupé déjà? Waouh, ça va? Ça va? Essayez d'écouter, oui.